j'ai vraiment expérimenté une perte de sens de ma vie, mais fort, parce que j'étais là-bas pour un seul truc, dans lequel j'investis toute mon énergie mentale, enfin psychologique, tout. Et c'est quelque chose qui coûte aussi beaucoup d'argent. Et donc, c'est le seul truc dans ma vie pour lequel j'investis tout. Si je suis ici, que j'y arrive pas, et qu'au final, dans cet état d'esprit, je m'amuse pas, ça n'a aucun sens en fait. Salut Simon, Salut. on te reçoit en interview aujourd'hui pour inaugurer un nouveau long format de Vertige Média et tout d'abord je te laisse te présenter. Mon nom c'est Simon Lorenzi, j'ai 28 ans et je suis un grimpeur professionnel belge. Tu es à Paris aujourd'hui pour présenter un film dans lequel tu as l'honneur, Burden of Dreams, réalisé par Gilles Charlier, Léopold Régnier et Cyril Salomon. Il est projeté dans le cadre de la Summer Edition du festival Montagne en Seine. Ça fait quoi d'être ici et de présenter un film au Grand Rex ou de t'apprêter à présenter un film au Grand Rex dans une salle comble? Quand même c'est un honneur. Ça m'est déjà arrivé de présenter des films dans des salles beaucoup plus petites que ça. Et vraiment déjà j'adorais le contact avec le public et tout. Et être ici dans un endroit aussi historique, c'est juste cool et j'ai hâte en vrai. Dans le film que tu présentes, on te voit passer une quarantaine de jours à Lap Nord, à une grosse heure d'Helsinki en Finlande, à t'éclater les doigts sur un bout de rocher penché donc, qui s'appelle Burden of Dreams, le poids des rêves hein, pour les non anglophones, dans un froid polaire, parfois à la frontale, pardon. Elles ont ressemblé à quoi tes journées pendant ces longues journées? Mes journées, souvent je me levais, je suis un lève-tard, du coup je me levais vers 10 h en général. Ouais. Puis il fallait pas aller au bloc trop tard parce qu'il fait nuit, il faisait nuit genre à 15 h. Puis tu vas au bloc en espérant que ce jour-là tu sois en forme, que ta peau elle s'ouvre pas. Et puis une fois que tu as fait une bonne grosse séance et que tu es mort de froid, tu rentres, puis tu vas dormir. Et quand c'est plus tard dans le processus, là juste tu y vas, tu mets quelques essais sur ta journée. Et donc c'est beaucoup d'attente pour très peu de grimpe. On est préparé à une certaine forme de, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec ce terme-là, mais une certaine forme de monotonie ou de routine. Tu te prépares mentalement à vivre toujours la même journée? En fait, je me prépare jamais à l'avance à ça. Je pense que déjà, de par l'entraînement, on a l'habitude à une certaine monotonie dans notre vie. Mais c'est vraiment une routine qui est à chaque fois adaptée au projet auquel qu'on essaye. Et c'est ça aussi que j'adore, c'est en fait une fois que tu rentres dans tes habitudes et cette routine, c'est un état assez spécial où à chaque fois tu vas au bloc et tu t'échauffes de la même façon, je mets toujours mon chausson gauche puis mon chausson droit, jamais dans l'autre sens, je brosse toujours les prises de telle façon et tu as tous ces petits rituels qui se mettent en place et ça te met dans une routine qui au final, même si c'est dur quand tu n'y arrives pas et tout, le souvenir que tu en as, c'est toujours un souvenir très agréable. Qu'est-ce qui diffère en fait de ces... il y a certaines personnes qui qualifient même ce que tu fais de siège, quoi. Je ne sais pas si c'est le jargon des grimpeurs qui font des blocs, qui passent plus de 40 jours en fait à essayer de rentrer à un AFA. Mais entre Sleepwalker et Burden of Dreams, malgré cette monotonie-là, qu'est-ce qui a différé en fait dans ces deux projets? En fait, ce qui a fort différé, et je m'en suis rendu compte en étant là aux États-Unis, c'est en fait le confort et la compagnie. Parce qu'aux États-Unis, au début, j'étais avec un pote pendant 3 semaines, puis lui est parti et je me suis retrouvé absolument tout seul. Pendant 3 semaines, j'étais vraiment tout seul et je dormais dans une petite voiture et j'avais quasi aucun contact parce que c'était au moment où il y avait, je sais pas, le moins de monde au bloc. Et du coup, c'était très très dur. Là où en Finlande, j'étais toujours avec Gilles en fait. Et je pensais que j'étais plus fort mentalement parce que je suis quelqu'un d'assez, on va dire, autonome et presque individualiste, on va dire, dans la vie. Et en fait, je me suis dit, mais de un, c'est beaucoup plus dur de performer en fait quand tu es tout seul tout le temps, que tu n'as pas de confort
de maison ou quoi que ce soit pour te reposer. Ce qui paraît assez évident, mais bon, j'en étais pas si sûr avant de le vivre. Et en plus de ça, il y a le confort d'avoir quelqu'un avec soi, avec qui échanger, et avec qui parler et tout, c'est aussi un gros confort. Mais aussi, je me suis rendu compte que ça donne réellement sens à l'aventure que tu vis de pouvoir le partager. Et que si c'est pour le vivre tout seul, en fait, en tout cas dans mon cas, ça perd beaucoup de son sens. Et pourtant, tu l'as fait à Sleepwalker, tu es quand même arrivé, malgré ça, malgré cette solitude. Donc là, tu es en train de me dire que tu étais tout seul dans une voiture. Tu te levais le matin et tu allais sur le bloc et tu retournais dans ta voiture pendant combien de temps? Du coup, en fait, j'ai fait ça pendant 3 semaines. Puis heureusement, il y avait un autre gars qui était dans la même situation que moi là-bas. Du coup, en fait, on s'est pris un Airbnb à 2. Et puis quand le Airbnb est arrivé à son terme, moi, il y avait un gars que j'avais déjà vu plusieurs fois qui habite à Vegas, un grimpeur qui travaillait à Return of the Sleepwalker aussi. Et je lui ai demandé du coup, il me restait 10 jours sur place et je lui ai dit ouais, il me reste 10 jours sur place, est-ce que tu serais d'accord de m'accueillir? Et à chaque fois que tu fais une séance, en fait, on y va ensemble et comme ça, on grimpe ensemble. Et en fait, à partir du moment où particulièrement du coup, lors de cette dernière phase, chaque séance, ça allait vraiment de mieux en mieux. J'étais de plus en plus lucide et en fait, je me suis rendu compte à quel point le confort et le partage, en fait, ça change. Quand c'est un projet vraiment dur, ça change énormément sur ta capacité à réussir en fait. Et tu as parlé d'aventure, tu as parlé du confort, de l'entourage. Est-ce que ce qui ne diffère pas aussi, c'est le voyage en lui-même? Est-ce que partir en fait à Helsinki ou partir à Las Vegas, c'est différent? À quel point la culture d'un pays ou l'environnement en fait, qui t'entoure? Moi, ce qui rentrait quand même en compte au final, c'est que quand tu es à Vegas, il y a 9 heures de décalage, donc c'est beaucoup. Donc pour communiquer avec tes proches, en fait, quand il était 14 heures là-bas pour moi, il faisait déjà complètement nuit ici. Et donc, en fait, toi, tu vas commencer ta séance, tu vas commencer à grimper et tout, et tu n'as personne de tes proches avec qui partager des petites choses et tout. Donc ça, mentalement, c'était pas facile. Tu dois juste être seul avec toi-même et vivre tout ça tout seul. Les États-Unis et Las Vegas en particulier, avec la façon dont c'est fait géographiquement, les bâtiments, les grandes routes, moi je le sentais comme un environnement relativement hostile en fait, parce que c'est pas du tout ce à quoi on est habitué en Europe et la petite échelle à laquelle je suis habitué aussi chez moi en Belgique, quoi. Et tu arrives à t'adapter quand même? Là franchement c'était... En fait la plupart du temps non, je déconnecte pas, juste je suis à 200% tout le temps jusqu'à ce que ça marche. Si ce n'est ici aux États-Unis, à un moment, après la période où j'ai passé 3 semaines tout seul dans ma voiture, j'ai pris une pause de 2 semaines où j'ai pas essayé le bloc et je me suis dit ok, peut-être je réessayerai pas, je verrai si l'envie revient ou pas. Mais dans ma tête, j'avais accepté que peut-être je le ferais pas, ce qui me faisait déjà du bien de pouvoir l'accepter parce que vu qu'à chaque fois j'ai mis des sièges en fait et que c'est passé, j'allais là-bas avec la même attente de me dire quoi qu'il arrive, les blocs que je vais essayer, je vais mettre un siège et ça passera. Puis j'ai commencé à me casser les dents et de ne pas accepter en fait la situation ou le fait que j'y arrivais pas et peut-être j'allais pas y arriver, ça me mettait aussi mentalement très mal. Et en fait d'accepter et de laisser couler un peu, ça m'a juste aidé à être plus serein et à pouvoir y revenir d'une manière plus saine, quoi. Mentalement très mal, ça veut dire quoi? En fait, j'ai vraiment expérimenté une perte de sens de ma vie, mais fort, parce que j'étais là-bas pour un seul truc, dans lequel j'investis toute mon énergie mentale, psychologique, tout. Et c'est quelque chose qui coûte aussi beaucoup d'argent, et donc c'est le seul truc dans ma vie pour lequel j'investis tout, et j'y arrive pas. Et donc j'étais là, mais en fait, si je suis ici, que j'y arrive pas, et qu'au final, dans cet état d'esprit, je m'amuse pas, ça n'a aucun sens en fait. Mais heureusement, j'ai réussi à prendre le contre-pied de ça et tout s'est bien passé. Mais... C'est justement la question que beaucoup peuvent se poser en voyant Burden of Dreams, hein, ce film de 30 minutes, c'est pourquoi? Tu le dis même toi-même face caméra, ça peut paraître absurde de devoir répéter 5 mouvements sur un caillou penché, mais toi, c'est ce qui te rend heureux. Donc c'est mentalement très dur et en même temps, qu'est-ce qui t'épanouit là-dedans? Je pense que de manière globale, on a souvent besoin de quelque chose qui donne
une forme de sens à notre vie, quel qu'il soit. Et avec ça, vu que je grimpe depuis que je suis tout petit, je crois que c'est le format dans lequel j'ai appris à mettre de l'énergie pour que ça donne du sens à ma vie. Tu dis aussi dans le film que ce genre de processus, c'est une stimulation émotionnelle et cognitive hors du commun. Et avec un peu d'introspection, on en apprend beaucoup sur notre façon de fonctionner en tant qu'être humain. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris sur toi avec ces projets à ton âge? Disons que dans mon cas, j'ai appris à aussi me reposer sur les autres. Quand j'étais aux États-Unis, là, quand c'était difficile, c'est quelque chose que j'ai appris. Par exemple, j'ai appris à appeler ma copine et aller chercher du soutien ailleurs, quelque chose que je faisais jamais avant. Tous ces projets-là m'ont appris qu'en fait, au final, plus on travaille pour quelque chose, plus quand on arrive à la fin de cette chose ou à l'aboutissement, et au plus c'est récompensant en fait, en termes de... déjà les émotions qu'on vit, c'est incroyable, pour moi c'est presque une drogue après laquelle on court, parce que c'est comme un espèce de shot de dopamine ou je sais pas quoi, et à chaque fois que ça arrive, on a envie que ça arrive de nouveau. Mais par contre, c'est vrai quelque chose que j'ai appris, par contre c'est ce qu'on retient le plus, en tout cas pour moi, c'est pas le jour forcément où t'enchaînes, mais c'est tous ces moments de routine. Genre, en fait, quand je réfléchis au bon moment que j'ai passé dans n'importe lequel des blocs que j'ai eu du mal à enchaîner, quand je repense au bon moment, je repense aux trucs qui n'ont souvent rien à voir avec le bloc. Par exemple, en Finlande, tous les jours, on allait faire les courses chez Lidl. Après la séance, on passait avec Gilles chez Lidl faire nos petites courses. Et genre le souvenir de passer du froid, tu rentres dans le magasin, il fait bon, tu choisis tes petits trucs que tu vas manger, et en fait c'est ça que tu retiens, c'est ces petites choses-là à Blo pour Soudain Seul, c'était peut-être quand on était à Milly-la-Forêt, il y a eu une boulangerie que j'adorais avec un pain que j'adorais, c'est ces moments où on allait chercher le pain et t'es content d'avoir le pain. Et je crois que du coup, d'avoir aussi ces moments qui sont particulièrement intense dans ta manière de t'investir et psychologiquement c'est pas facile, ça donne aussi beaucoup de saveur à des moments d'une simplicité toute bête en fait. Est-ce qu'on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent quand on réussit Ouais, il y a quand même pour Burden et ici Return, il y a quand même une forme de soulagement de pouvoir sortir de cette difficulté qui est quelque chose qui... c'est vraiment quelque chose qui est difficile mentalement en permanence pendant des jours. Du coup, c'est quand même une libération. Mais par exemple, c'était vraiment ici, l'année qui s'est écoulée, pour moi, ça a été une année difficile en compétition, etc. Et en fait, de faire ça, c'est comme si je pouvais dire, OK, maintenant, tout ce qui s'est passé de négatif ou qui a été difficile à vivre, c'est bon, en fait, je peux le mettre derrière, j'y ai survécu et maintenant je suis de nouveau prêt. On fait table rase et on repart de zéro. Et parce que du coup, c'est vraiment comme la fin d'une aventure. Et il y a une forme presque instantanément aussi de nostalgie qui est ressentie en fait. Ce par quoi tu étais obsédé et qui prenait tout ton temps et toute ton énergie, c'est quelque chose qui d'un coup disparaît. Et du coup, en fait, tout ce temps et cette énergie, maintenant, tu la mets où en fait? On le voit beaucoup transparaître aussi à l'image, mais même dans les interviews que tu as fait, les portraits qui ont été écrits sur toi, tu es quelqu'un de résolument avec un caractère obsessif, mais aussi très optimiste. Ça vient d'où? J'ai l'impression que ça vient globalement les deux de l'éducation de mes parents. Mes parents, ils m'ont jamais donné ce que je voulais comme ça. Et du coup, en fait, si je voulais quelque chose, un peu quoi que ce soit, en fait, je devais aller le chercher moi-même, je devais faire les choses moi-même et je devais aller chercher. Si j'avais un objectif, c'était à moi de faire ce qu'il faut pour aller le chercher. Du coup, je crois que j'ai appris jeune à être là. Ok, j'ai un objectif, maintenant je fais ce qu'il faut pour y aller, quoi. Et l'optimisme, je crois pareil. Mes parents, c'est plutôt des gens aussi qui
qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, donc ils m'ont jamais mis de barrières ou de limites ou quoi que ce soit. Et ils ont toujours été très, et c'est quelque chose qui se retrouve dans ma personnalité, très à relativiser sur les choses dans la vie qui sont graves ou qui peuvent paraître graves, mais toujours de me dire non, mais Simon, rends-toi compte aussi que tu as de la chance d'avoir une vie aussi facile. Et je pense que c'est quelque chose qui me pousse aussi parce que je me dis, en fait, c'est vrai que ma vie, elle est géniale, ce que je fais, c'est super cool. Et donc, en fait, autant continuer, autant pousser là-dedans, quoi. J'ai l'impression que quand tu dis que des ressorts psychologiques que tu dois mettre en œuvre dans la réussite d'un projet ce sont des projets éminemment mentaux, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu dis presque en filigrane que cet optimisme, il se travaille, que c'est pas quelque chose qui est juste inné, c'est aussi une certaine forme de solutionnisme ou de posture face à un problème. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ouais, pour moi, c'est une forme aussi de curiosité. C'est toujours avoir l'esprit ouvert sur des nouvelles solutions qui peuvent s'offrir à nous. Et je pense que ça passe aussi par le fait et ici je l'ai vraiment vécu aux États-Unis, de profiter du moment. Parce que si tu es uniquement obsédé par le fait de réussir, d'enchaîner, c'est plus difficile d'avoir cette ouverture d'esprit. En tout cas, ça l'a été pour moi. Là où une fois que je me suis un peu détaché de ça, j'ai été beaucoup plus ouvert au jeu en fait. Et je passais mes échauffements à jouer dans le bloc, à essayer même des trucs parfois juste des trucs débiles, mais juste parce que c'est rigolo, le rocher est beau, les presses sont belles. Et du coup, ça te garde vraiment l'esprit ouvert. Et ça crée un monde des connexions entre différentes solutions. Et à certains moments, ça t'offre réellement des vraies nouvelles solutions qui tiennent la route. Et ça fait que tu es sans cesse en train de renouveler ton plan et de l'améliorer petit à petit. Après la connaissance de toi, et que ce soit en compète, en bloc, après toutes ces années à faire de l'escalade à haut niveau, est-ce que tu es arrivé à scanner un petit peu l'athlète et le grimpeur professionnel que tu es? Si je devais me définir en tant que grimpeur, ce serait vraiment le gars je me définirais comme le mec qui est très fort partout, mais le meilleur nulle part. Je pense que en fait, si on prenait comme un tableau les tableaux dans les jeux vidéo, on voit les petits trucs avec les statistiques des joueurs, par exemple. Je pense que j'aurais tout qui est très très élevé, mais il existe dans chaque catégorie des gens qui ont un curseur plus élevé. Mais je crois qu'il y a très peu de monde avec autant de curseurs aussi élevés en même temps. Et si on se décale un petit peu sur ta carrière en compétition, aujourd'hui, tu en es où vis-à-vis de la compétition après tous ces projets en escalade de rocher? J'avais mis gros focus là-dessus l'année passée parce qu'il y avait les JO, j'étais allé aux OQS pour essayer de me qualifier et tout, et ça s'était affreusement mal passé. Mais du coup, là, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça parce que j'ai vraiment fait un espèce de burn-out. Et du coup, je suis vraiment dans une optique où là, je vais aller faire les compètes vraiment juste parce que ça me plaît, en fait, que j'aime faire la compète, être avec mes potes là-bas et pour tout ce qui me plaît là-dedans, mais vraiment plus dans cette optique de performer à tout prix. Comment il s'est manifesté ce surmenage? Vraiment une perte de sens. En fait, je savais plus trop pourquoi je faisais ce que je faisais. Et ça m'a mis dans une boucle assez négative, plus en contexte où j'étais... l'année passée, j'ai perdu mon contrat à DEPS et du coup, j'étais au chômage pendant toute l'année passée. Et je gagnais quasi rien. J'étais vraiment surfauché, donc stressé par rapport à ça. Ça a fait tout un contexte très compliqué à gérer et où je me suis retrouvé complètement perdu dans ma vie. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie presque. Et aussi, et j'avais des vrais symptômes sur le mur. C'est qu'une incapacité à me concentrer. J'étais complètement déconnecté de mon corps. Quand je grimpais, c'est comme si, c'est pas moi qui grimpais et je n'avais pas la capacité de choisir,
Les mouvements, je les faisais par automatisme, parce que mon corps il s'est bougé sur le mur, mais je pouvais plus me dire, ok, ce move-là, je sais que je le fais comme ça, de cette façon-là, parce que Ben juste, j'avais plus le choix, juste mon corps le faisait tout seul, mais je pouvais plus mettre l'intention de comment je voulais le faire. Et parce que j'étais incapable de réfléchir, et c'était une expérience assez particulière, mais voilà. Et après ces expériences-là et la richesse de ce que tu as pu développer en tant qu'athlète, en tant que grimpeur pro, à la fois dans les blocs en nature, à la fois dans les compètes, etc. Est-ce qu'un gars comme toi qui approche de la trentaine, je crois, il arrive à penser en termes de carrière? En fait, c'est ce que je me disais aussi en termes de point de vue stratégie pour moi, ma carrière sportive, de me dire, en plus, si je fais des nevas comme ça à la chaîne, en fait, ça va marcher pour moi, je vais pouvoir vivre de ça facilement et tout. Et ce qui s'avérait pas du tout être le cas. Et là où l'erreur que j'ai fait, c'est de persister avec cette idée-là, ce qui au final m'a mis des bâtons dans les roues. Et du coup j'ai perdu l'essence un peu de pourquoi je le faisais. Je me dis en fait là tout ce cheminement dans les blocs que je vais essayer et tout, je veux vraiment le faire parce que j'ai envie moi de le faire pour ce que ça représente pour moi et pas ce que ça pourrait m'apporter comme soutien financier extérieur ou que sais-je. Ouais, sur ce coup-là, même si je ne suis pas spécialement naïf, genre je sais bien la société, comment ça fonctionne, etc. Genre je suis même parfois assez peut-être presque cynique sur certaines choses, mais je voyais en fait des gens qui autour de moi viennent en vivre en fait juste en postant les blocs durs qu'ils arrivent à faire. Et du coup, moi, si je fais juste les blocs les plus durs du monde, y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis en fait, il y a rien vraiment, il y a quasi rien, enfin ouais, il y a rien qui a bougé jusqu'à ce que je prenne une manageuse en fait. Et là, il y a de ça moins d'1 an, j'ai pris une manageuse pour s'occuper de ça pour moi, parce qu'en fait, malgré ce que j'ai fait, c'était complètement bloqué. En fait, il n'y avait pas moyen. Et maintenant, ça se débloque un peu, même si, c'est toujours pas un truc de malade, mais ça se débloque et ça va dans le bon sens en tout cas. Et ma dernière question, Simon, on te l'a déjà posée, mais c'est pas grave, j'aime bien la poser quand même. Pourquoi l'escalade est-il le meilleur sport du monde? Pourquoi l'escalade est-il le meilleur sport du monde? Je dirais que ce serait dur d'énoncer les raisons, mais c'est juste que souvent on se dit, il y a tellement de gens qui orientent, en tout cas quand on va en falaise et tout, tellement de gens qui orientent leur mode de vie vraiment pour la grimpe. Je veux dire, c'est des gens qui ont découvert l'escalade depuis pas si longtemps, et ils font plus que s'habiller en fringues de grimpe, ils ont acheté un van pour aller voyager, grimper. Il y en a plein qui grimpent, qui travaillent sur leur PC parce qu'ils travaillent à distance, ils sont à la falaise, ils travaillent le matin puis ils vont grimper. Et du coup j'ai l'impression que ça rassemble plusieurs éléments, plusieurs qualités peu de sports ont autant de qualités justement dans leur sport. Il y a l'aspect que ce soit déjà dans un milieu, que ça puisse se pratiquer dans le milieu naturel à l'intérieur. Il y a une diversité incroyable, il y a une infinité de mouvements, ce qui est pas présent en fait dans tous les sports, une infinité de mouvements et de surfaces sur lesquelles pratiquer, parce qu'il y a une infinité de rochers différents, que ce soit de types de rochers ou juste de spots différents. Je pense qu'il y a une communauté qui est particulièrement agréable et qui est vraiment, je pense, bonne ambiance. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Il y a un aspect technique, physique, mental. Enfin, j'ai l'impression que ça réunit absolument tout. Là où certains sports réunissent beaucoup de choses, mais peut-être pas autant. Ce qui fait que tout le monde peut y trouver son compte au final.